Rebonjour la MIF, bienvenue sur MyFoot TV. Comme d'habitude, je suis avec le grand Ziza. Aujourd'hui, on va plutôt parler de la CAN en général, qui s'est terminée hier d'une manière dramatique, si on peut le dire, ou un peu bizarre, si on veut parler simplement. Je suis avec le grand Ziza. Le Ziza, comment tu vas? Tranquille, frérot. Merci la famille de continuer à nous donner de la force. Comment ça va chez toi? Ouais, ça va également. Merci pour ta disponibilité. Et c'est toujours un plaisir de parler de football. Plaisir partagé. Donc, d'abord, on va directement commencer le 6 a. Il y avait la CAN. Qu'est-ce que tu as pensé de l'organisation en général, des infrastructures de la CAN et aussi de l'ambiance en général? Je pense que, comme d'habitude, la CAN, c'est un tournoi qui monte en puissance. Je pense que le ressenti général, c'est celui-là. Je pense que sur les deux dernières éditions, il y a vraiment un crescendo dans l'organisation. Je pense que c'est vrai qu'on va parler des incidents de la finale et de la fin du tournoi hier, mais je pense que dans l'organisation à proprement parler, dans le produit sur le terrain, dans la qualité du contenu et surtout dans le ressenti, Uh-huh. il y a une vraie amélioration depuis la CAN qui a été organisée en Côte d'Ivoire et celle de Maroc. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il y a clairement une satisfaction. J'espère que pour les prochaines éditions, on aura des infrastructures à la hauteur aussi, parce que je pense que ça a été pendant longtemps le gros problème. Ouais. On avait des valeurs qui étaient talentueux, mais on trouvait que sur le terrain, il n'y avait pas le nécessaire pour les laisser s'exprimer à la hauteur de leur talent. En Côte d'Ivoire, les infrastructures étaient déjà meilleures que la plupart de celles qu'on avait vues auparavant. Cette fois, là, au Maroc, c'était encore meilleur. Donc, il faut saluer l'organisation dans ce sens-là. Tout n'est pas parfait, c'est clair. Il y a encore des choses qui peuvent être très, très Ouais, améliorées. c'est normal, c'est normal. Voilà, c'est toujours un travail en amélioration, mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé la qualité et euh, j'ai surtout aimé, je trouve que ça dépend vraiment de sur quel œil on veut regarder la chose. Je pense que la CAN en Côte d'Ivoire avait des scénarios beaucoup plus remarquables. C'est ça, Il y avait beaucoup sans te vraiment, couper, je voulais en venir. Il y a des gens qui ont dit que les infrastructures, tout était tellement parfait qu'on n'a pas eu de rebondissement, c'est la logique était respectée. Les meilleures équipes gagnaient leur match et il n'y en a pas eu un peu comme. Je crois que c'était qui pendant la CAN en Côte d'Ivoire? Il y avait le Cap Vert, par exemple, qui a surpris pas mal de gens. On n'a pas eu de petites équipes, entre parenthèses, qui a essayé de surprendre les gros. La logique a été trop respectée et certains ont même trouvé ça ennuyeux. Je sais pas ce que t'en penses, parce que je vois que tu t'apprêtais à parler de ça. non, ça s'entend, ça s'entend. Moi, je pense qu'il y a toujours plusieurs raisons qui expliquent le déroulé sur le terrain et le suspense. C'est pas toujours le terrain et la qualité des infrastructures. Je pense que dans l'ensemble, comme j'ai dit, les infrastructures pour la CAN en Côte d'Ivoire étaient plutôt bonnes. Je pense aussi que il faut regarder les choses de façon lucide. Les CAN qui sont organisées dans les pays d'Afrique subsaharienne sont généralement plus accessibles en termes de ressenti, que ce soit la température, que ce soit les conditions de logement, que ce soit la ferveur autour des stades, l'ambiance en général est mieux vécue par les pays d'Afrique subsaharienne quand la CAN n'est pas organisée dans les pays d'Afrique du Nord. Ça, c'est un ressenti général. Donc, je pense que de ce côté-là, ça favorise peut-être les pays d'Afrique subsaharienne qui, il faut le dire, compte peut-être pour quoi 70-80% des pays qui participent à la CAN. À la CAN Donc, 80% facile. Ouais, c'est du voilà, voilà. 80. Donc, c'est normal que de ce côté-là, on ait des pays qui se sentent mieux dans leurs éléments que quand on joue, par exemple, la CAN en Afrique du Nord. Donc, indépendamment des conditions, des infrastructures elles-mêmes, je pense que le côté ressenti, ambiance, ferveur et familiarité avec le contexte en général, c'est normal que dans ce sens-là, on ait plus de pays parce que c'est dans les pays d'Afrique subsaharienne qu'il y a beaucoup plus de ces nations qu'on estimerait comme celles qui peuvent créer la surprise. Donc, je pense que tout ça, ça fait partie d'un lot de raisons qu'il faut prendre en compte. C'est pas juste est-ce que les stades sont bons ou pas. Ouais. Je pense que sur le coup, oui, ça a compté beaucoup. Maintenant, oui, il faut avouer que le tableau, surtout pour les quarts de finale, à cette CAN était plutôt relevé. Je pense que de mémoire,
c'est difficile, ou c'est peut-être même la première fois que je me rappelle avoir eu un tableau dans le top 8 qui représente à ce point-là le top 8 réel de ce que tu Ouais, estimeras en termes de performance africaine. Donc exactement. ça c'était un plus. Dans le même sens aussi, le tableau était alléchant. Maintenant, est-ce que les matchs en eux-mêmes étaient tout aussi promettants? Pas toujours. Je pense qu'il y a eu beaucoup de matchs où l'enjeu a souvent tué le jeu, où on a eu des matchs fermés. Quand on a des petites équipes contre des grandes, pour moi, ça donne souvent des rencontres un peu plus folles, comme tu as dit. Ouais, Et si je trouve que certains des meilleurs matchs, la demi-finale pour moi, le Nigeria contre le Maroc est l'un des meilleurs matchs. C'est un match ouvert, intense dans les deux sens. Le Cameroun-Côte d'Ivoire en phase de poule, j'ai beaucoup aimé. Je trouve ouais, que c'est l'un des pareil. meilleurs matchs dans l'intensité, dans l'enjeu, dans tout ce qu'il y avait autour. Donc, il y a beaucoup de façons de voir la chose. Il y a des choses que j'ai aimées. J'ai trouvé que côté ambiance, c'est sûr que ça allait être difficile de faire aussi bien que la CAN précédente. Chacun a sa façon de voir. Mais dans l'ensemble, oui, côté organisation, côté infrastructure, côté ressources, chapeau bas au Maroc, ils ont fait ce qu'il fallait. Maintenant, c'est sûr qu'il y a d'autres points, l'arbitrage surtout, les coulisses de l'organisation qui restent à désirer, mais qui sont peut-être dus à d'autres facteurs plus culturels et il va peut-être falloir que chacun comprenne à sa façon que l'un ou l'autre des facteurs sont liés à la perception du football en général. Ok, c'est une bonne transition. On parle d'arbitrage. On sait que ça fait polémique depuis le début de la compétition, que ce soit le Maroc contre le Nigeria ou même contre le Cameroun. Je pense à l'action sur Mbemo, la grosse faute qui n'est pas sifflée, qui n'est pas signalée. Moi, en tant que footeux, c'est-à-dire en tant qu'observateur amateur de football, qui regarde énormément de matchs, je ne suis pas le plus grand. J'ai pas la plus grande connaissance au niveau des règles du foot, mais j'ai quand même pas mal. Et ouais, depuis le début, il y a tout le monde qui décrit l'arbitrage, que ce soit contre le Cameroun, que ce soit contre le Nigeria, et malheureusement dans la finale aussi. Et je crois que c'était la goutte de trop. Sans parler directement de la finale, Ziza, quel est ton ressenti sur l'arbitrage en faveur du Maroc durant cette compétition? L'arbitrage en général, avant même de parler de celui des matchs du Maroc, je trouve que c'est l'un des points noirs de cette CAN malheureusement. Je pense que la dernière CAN qui était la première où la VAR était active, la CAN en Côte d'Ivoire, à la fin du tournoi, il y avait vraiment un sentiment positif sur l'utilisation de la De la technologie en VAR. elle-même. Et je trouve que la plupart sortaient vraiment, vraiment rassurés, contents, parce qu'à l'époque, déjà, la VAR, c'était une technologie qui ne rassurait pas la plupart des observateurs. Dans les plus grands championnats européens, qui sont ceux qu'on utilise comme baromètre, il y avait de plus en plus de difficultés à vraiment légitimiser la VAR parce qu'il y avait tellement d'erreurs chaque match, chaque semaine. Et Ouais. la CAN était venue vraiment apporter un vent plutôt frais parce que les arbitres avaient été à la hauteur pour moi. Ils Ouais. avaient pris des décisions vraiment lucides dans le protocole, dans la décision finale. Donc, pour moi, on partait vraiment sur ces bases-là pour dire on sait que c'est possible. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis que cette année, j'ai trouvé qu'il y a vraiment eu un peu de laisser-aller, même dans les matchs qui n'étaient pas ceux du Maroc. Je trouve que le standard de l'arbitrage Tu était penses beaucoup. à quel match par exemple, hormis les matchs que j'ai cités du Maroc? Euh, Difficile de les citer en particulier. Je ne veux pas faire de focus sur un match en particulier. C'est vrai que les matchs du Maroc sont plus dans nos mémoires parce que c'est le pays organisateur. C'est Ouais, c'est sur lui ça, c'est qui a par le rapport à plus ça, j'ai vu que ouais. de tirs qui se sont braqués. Mais même si on prend une vue au microscope des autres matchs, je ne pense pas que je n'ai pas regardé les autres matchs en me disant les standards de l'arbitrage ont été au niveau dans la plupart de ceux-là non plus. J'ai trouvé les arbitres étaient moins courageux dans leur prise de décision. Mhm. J'ai trouvé que il y avait plus de grandes nations dans l'ensemble qui étaient favorisées par la décision arbitrale. J'ai pas eu cette impression-là quand j'ai regardé la précédente CAN, par exemple. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'équité au niveau des décisions. À se poser la question pourquoi, mais j'ai trouvé que la décision ici allait plus souvent dans le sens des grandes équipes. Ce qui a l'habitude d'arriver, je pense, dans les grands championnats européens, on a l'habitude de se plaindre. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a le même ressenti. Maintenant, pour faire le focus sur le Maroc, comme tu as dit, je pense que c'est clair, que ce soit le match contre le Mali en phase de poule, que ce soit le match contre la Tanzanie en huitième de finale, où il y a la fameuse poussette dans le dos du Tanzania à la dernière minute qui n'est pas non plus poussée. Le match contre en quart de finale
le Cameroun, Ouais, où il y a aussi plusieurs faits de jeu, pour moi, beaucoup plus contre le Cameroun dans le jeu, même avant d'arriver dans la surface de réparation. Au-delà du penalty de Mbemo, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'actions où l'agressivité marocaine n'était pas proscrite par l'arbitre. Le match contre le Nigeria, pareil. Un penalty qui devait être assez clair aussi, comme pour le Cameroun. Oui, je trouve que dans l'ensemble, à chaque fois qu'il y a un tournoi de cette envergure, il y a toujours les voix qui se lèvent pour dire que le pays hôte est toujours plus ou moins bénéficie de certaines largesses. Et je pense que dans l'ensemble, c'est vrai pour la plupart des pays hôtes. Tu peux pointer toujours sur un match, sur un instant, tu penses que l'arbitre a été indulgent. Je trouve juste que c'est rare qu'il y ait autant de faits de jeu sur lesquels on peut revenir à chaque tour et dire c'est voici. Donc, de ce côté-là, oui, il y a eu la tension qui est montée au fur et à mesure du tournoi. Et pour moi, c'est ce qui a justifié les événements de la finale, parce que tout le monde était finalement dans une certaine psychose. Le Sénégal avait déjà une certaine mentalité en venant de se dire le match ne sera pas clean. Et je pense que c'est ce qui fait que quand les événements se passent comme ils se sont passés, tout le monde se dit on a vu exactement ce qu'on attendait, donc pas de raison de donner du respect à ceux qui ne nous en donnent pas. ouais, Je ouais. comprends tout à fait le sentiment. Encore. Mais, mais Mhm. voilà, pour moi, c'était un ensemble de choses et c'est un point noir de la compétition. Pour moi, l'arbitrage n'a pas été à la hauteur. Pour quelle raison? On peut se poser la question, mais pour moi, ce n'est pas juste les matchs du Maroc. Mais oui, les matchs du Maroc ont été la loupe qui a mis l'accent sur ça parce qu'il y a eu des moments clés euh, qui, pour moi, sont venus entacher les choses parce que le Maroc n'avait Des peut-être décisions pas besoin de ça. décisives. Ouais. Effectivement, parce que le Maroc a été largement dans le jeu à la hauteur la plupart du temps. Ils n'avaient pas besoin de ce type d'événement dans les matchs pour venir souvent même entacher leur performance. Donc oui, l'arbitrage, c'est un point nord de la compétition, clairement. Ok, bonne transition. On rentre directement dans le vif du sujet, la finale. Hier, on a eu une finale pas comme les autres. Je crois que c'est la première fois de l'histoire du foot qu'on voit des joueurs qui refusent de terminer le match, en quelque sorte. Par rapport au match en lui-même, Ziza, par rapport à la performance des deux équipes, moi je commence, j'ai vu que c'était un superbe match avant les événements. On avait les occasions des deux camps, que ce soit au Mhm. niveau du Sénégal que celui du Maroc. On voyait l'intensité, on voyait assez de technique. On savait que le match avait vraiment été préparé. Il y avait des occasions des deux côtés. Et le Sénégal n'a pas cédé à la pression du stade. Donc avant les polémiques, tout ce qui s'est passé après, moi j'ai trouvé que c'était le match référence même de cette CAN. C'était très ouvert, on a vraiment vu que c'était les équipes qui méritaient d'aller en finale. Qu'est-ce que toi t'en as pensé? Hormis la tragédie, la tragédie de fin du match. Tactiquement, c'était un match assez rondement mené, comme tu as dit. Ce que j'ai déploré plus dans le jeu, c'était les erreurs techniques. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont censés être les leaders techniques de leur équipe Mhm. qui ne répondaient pas. Brahim Diaz, pour moi, son Ok. match, c'est son pire de la compétition. Hakimi, ils n'ont pas touché énormément de ballons. C'est plutôt Abdé qui était le joueur le plus dangereux côté Ouais, marocain. ouais. Côté sénégalais, il y avait on sentait qu'il y avait une vraie cage qui avait été mise pour empêcher Ghana Gueye de toucher les ballons au milieu de terrain. Et il a même perdu 2 ballons, si je ne m'abuse, en première mi-temps qui auraient pu donner des buts au Des Maroc, buts mais au Maroc, ouais. devant, ils n'ont pas été non plus concrets à la finition. Donc, à la fin, pour moi, c'est difficile pour une équipe ou l'autre de se sentir supérieur dans le jeu parce que pour moi, il y a eu beaucoup d'erreurs techniques dans les deux camps. Ilman Ndiaye, en première mi-temps, je ne l'ai pas trouvé à la hauteur. Je pense que Après, il y a le la pression. match. Je pense qu'il y a la pression aussi. C'était un peu stressé, Oui, un peu trop de clairement. pression. Il y a la pression, il y a tout ça, c'est vrai. Mais pour moi, techniquement, j'ai vu les deux équipes, pour moi, techniquement, faire mieux sur les matchs précédents de la compétition. Mais je donnais plus de crédit au Maroc parce que je me disais, le Maroc a joué une prolongation quelques jours avant contre le Nigeria. Je comprenais plus le manque de fraîcheur physique et donc les erreurs qui venaient avec. Et pour moi, au fur et à mesure que le match avançait, je me Ouais, disais que ça allait être de plus en plus dangereux pour le Maroc parce que eux, ils avaient besoin de faire la différence rapidement pour ne pas que ouais. le match s'allonge. Donc, Je suis d'accord. de ce côté-là, c'était avantage Sénégal jusqu'à ce que, pour moi, vers l'heure de jeu, le match commence à s'envenimer et surtout qu'il commence à avoir toutes ces actions litigieuses dans la surface. À chaque fois, il y avait des arrêts de jeu. L'arbitre devait être pédagogique à chaque fois. J'ai trouvé d'ailleurs que l'arbitre aurait dû sortir les cartons un peu plus vite
pour permettre de calmer un peu plus les acteurs, parce qu'il y a eu beaucoup de laisser-aller qui a continué à envenimer les choses et à laisser certains contacts se tenir, jusqu'allant au fameux but refusé pour le Sénégal. Ce que je pense, c'est que pour moi, c'est l'une de ces actions qui est toujours grise, comme on le dit dans le monde du football, c'est pas blanc, c'est pas noir. Pour moi, l'élément déterminant dans cette action, c'est surtout que l'arbitre siffle avant que la tête qui finit pour le Sénégal n'arrive. Donc, peu importe ce que je pense de ce que la bonne décision aurait été. Et non, on veut savoir ce que tu penses. La bonne décision. Voilà. Moi, je pense effectivement qu'il n'y avait pas faute. Je pense que Hakimi sait très bien ce qu'il fait et qu'il embellit beaucoup l'action. Il comprend la position dans laquelle il est. Il sait qu'il joue contre un joueur surtout qui est physiquement beaucoup plus robuste que lui. Donc, il vend bien le fait qu'il y ait une faute, même si pour moi, c'est pas vraiment une faute. Je pense que sur l'action, il aurait dû avoir but pour le Sénégal, tout à fait. Mais je comprends de la même façon la position de l'arbitre qui juge qu'il y a une faute parce que c'est le genre de contact, s'il se passe au milieu de terrain, que l'arbitre siffle faute, personne ne fait polémique, on ne revient pas à ce qui se passe derrière. Ouais, après, c'est pas le même contexte, là, dans la surface de réparation, tu laisses pas l'action se dérouler, tu siffles instantanément. Ça, c'est un peu dur. On peut essayer de revisiter la VAR après. Je pense que si, par exemple, après que la balle rebondit sur la barre comme elle a fait, il y a un dégagement, il n'y a peut-être pas autant la polémique. Mais non, ça, c'est sûr, il n'y a pas. C'est sûr qu'il y a pas. L'arbitre ne peut pas le savoir parce qu'il a déjà sifflé au moment où Hakimi est tombé, donc il a vendu la faute. C'est là que je viens. Si l'arbitre avait sifflé après que le but, après que les Sénégalais aient mis la tête au fond des filets, j'aurais été plutôt d'accord pour dire l'arbitre essaye de tirer un peu par les cordes pour garder le Maroc dans le match. Mais le fait qu'il ait sifflé immédiatement, pour moi, ça me dit qu'il s'est focalisé juste sur l'action de Hakimi contre, je crois, Seck, le défenseur sénégalais. C'est comme ça que je le regarde en tout cas. C'est une décision que moi, je n'aurais pas prise, mais je ne peux pas dire que ça, c'est une décision polémique pour moi. Parce que ça va pas aller dans une finale de Cannes, c'est pas une décision polémique. Il laisse pas l'action se dérouler, il intervient directement comme s'il était certain de la faute. Pourtant, il y a une vague qui nous sert de visualiser pour une deuxième fois les images. Mais encore une fois, je pense que c'est là que c'est important de préciser le contexte de la VAR. La VAR ne peut uniquement intervenir dans ce contexte que s'il y a but, justement. Et à moins que l'arbitre ne sache, par exemple, qu'il y a but derrière, donc il aura l'opportunité de visionner toute l'action, il a le droit, par exemple, de siffler une faute si justement il est bien placé, parce que pour le coup, il est très bien placé sur l'action pour juger s'il y a faute ou pas. Il est directement devant le contact et il juge que lui, il a vu une faute. Donc, s'il y a un contact qui arrive et qu'il pense qu'il y a penalty aussi, il a le droit de se déjuger pour faire un VAR check sur le fait qu'il puisse accorder un penalty ou pas. Mais le fait qu'il soit en position et qu'il juge directement qu'il y a faute, pour moi, en tant qu'arbitre, c'est une responsabilité qu'il a le droit de prendre. Ouais, c'est le type de contact où les arbitres sifflent des fautes chaque semaine. Non, on comprend, mais après, comme on dit, c'est une accumulation de choses depuis le début de la compétition. Le penalty d'Mbeumo, qu'est-ce que tu as dit sur le penalty d'Mbeumo? C'est trop flagrant. Tu vois, c'est là, on est d'accord. Là, on se rejoint. C'est l'accumulation. Et c'est pour ça que j'ai précisé d'abord le contexte dans lequel on vient. C'est l'accumulation de choses. Et le fait que la plupart des personnes soient déjà sur le qui-vive et pensent qu'ils vont être lésés. C'est ça, je comprends le sentiment. Il n'y a aucun problème. Mais c'est normal, hein, les Isa, c'est normal aussi. Hein. Voilà. Non, je le comprends. Mais ça ne change pas pour moi. Pour moi, c'est pas ça qui justifie, par exemple, la décision de l'arbitre. Je comprends ce sentiment chez les joueurs, mais la décision de l'arbitre doit rester cohérente par rapport à ce qui se fait d'habitude dans le football. Et pour moi, c'est ce que je dis dans ce contact-là. Effectivement, le joueur sénégalais pousse le gars et à extension des bras. Hakimi le vend très bien. Comme je le dis, moi, je n'aurais pas sifflé faute. Mais je ne peux pas dire non plus qu'il n'y a pas de raison de siffler faute sur cette action. Et pour moi, ça revient un peu à la même chose sur le penalty sénégalais. Pour moi, la réalité, c'est que le joueur sénégalais est très, très naïf de faire ce genre d'action, surtout quand tu joues contre Brahim Diaz. Brahim Diaz n'a aucune façon de prendre ce ballon-là sur ce coup de pied arrêté contre Seck, le défenseur sénégalais. Mais il est toujours... il fait un geste qu'il n'a pas besoin de faire pour moi. Justement, l'accumulation et les émotions font qu'à ce moment-là, c'est inacceptable que l'arbitre siffle quand, tu l'as dit, il n'a pas pris la peine de laisser l'action se jouer de l'autre côté. Et surtout même parce qu'il n'intervient pas directement à la VAR, mais il finit par céder parce que Brahim Diaz met une pression de fou. Là, je suis d'accord avec toi.
Mais Ok. il n'en demeure que l'action que le défenseur sénégalais fait, c'est une faute. Et elle mérite, pour moi, l'action en elle-même vaut un penalty. Maintenant, comme tu le dis, Mhm. l'accumulation fait que dans le vécu, c'est inacceptable et que ça fait tâche. On est d'accord là-dessus. On est totalement d'accord. Il n'y a aucun débat dessus pour moi. Mais ça reste un penalty. Ça reste une action où le défenseur sénégalais est très naïf de faire cette action parce qu'effectivement, il tire Brahim Diaz dans la surface sur une action de but. Ça, il n'a pas à le faire. Il est plus grand, il est plus robuste, c'est un ballon de la tête. Il peut totalement jouer ce ballon de la tête sans Ouais. avoir à faire ce geste. Il se laisse tomber dans le panneau sur le coup. Ça, il a vraiment été naïf. Donc, Ok. c'est ça ma lecture de cette situation-là. C'est que pour moi, en soi, les deux décisions de l'arbitre ne sont pas vraiment catastrophiques. Quand tu Non. compares à ce qu'il a Ouais, vu sur le reste. on reconnaît même que sur le Maroc, il y avait Voilà. penalty, mais comme on Voilà. revient encore. En soi, les deux décisions, pour moi, s'entendent. Il n'y a vraiment pas scénario catastrophe. Mais l'accumulation jusqu'à la finale fait que c'est difficile de le contenir. Ça, je le comprends. Je comprends l'émotion, je comprends le sentiment parce que les Sénégalais ont aussi parlé de ce qui s'est passé dans le build-up du match, leur arrivée. J'avais même vu des gens qui faisaient un parallèle pour dire que Crépin Diatta, qui est indisponible pour troubles digestifs le jour même, ça rappelle un peu ce qui s'était passé pour certaines autres personnes dans d'autres compétitions au Maroc. Donc, on a vu aussi l'incident avec les vidéos de tout ce qui se faisait pour harceler Edouard Mendy derrière. Donc, Qu'est-ce que t'en penses, Ziza, par rapport au mouvement de serviette? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est non, digne mais d'un pays, ça, qui non, organise mais la CAN? ça, c'est clair que c'est inacceptable. Ça, on n'a pas Ouais. besoin de le dire. C'est clair. Et ça, pour moi, c'est très culturel. Je ne veux pas rentrer dans les accusations gratuites, mais je pense que dans la plupart du temps, quand on regarde les compétitions africaines, à chaque fois que les matchs sont en Afrique subsaharienne, il y a des choses que tu ne verras pas, comme les lasers dans les yeux. Ouais, C'est ouais. pas culturellement ce qu'on fait. C'est culturellement quelque chose qui est plutôt attaché au football d'Afrique du Nord. Et là encore, ce genre de superstition, j'entends certains dire que c'est parce que ils pensent que les équipes d'Afrique subsaharienne font beaucoup de pratiques occultes. Donc ils soupçonnent, mais pourtant les serviettes sont toujours affiliées aux gardiens de but dans n'importe quelle compétition internationale. Et jamais aucun gardien n'a été soumis à voir justement qu'il y a une telle organisation autour des joueurs. On a vu Hakimi prendre la serviette, la jeter. On a vu les ramasseurs de balles mettre une pression pas possible pour essayer de les débarrasser de sa serviette. Ça, c'est pas nécessaire. Et c'est là que le Maroc, pour moi, ne récolte pas ce capital sympathie-là. Parce que oui, autant hier, je considère que l'arbitre a peut-être à un moment pris des décisions dans la façon de gérer le contexte de crise, a peut-être créé une situation défavorable au Maroc, mais ils n'ont pas de capital sympathie pour moi parce que quand tu vois tout ce qui s'est passé autour, et il y a un des trucs qui m'a dérangé toute la compétition. Voilà, donc comme je le disais dans l'ensemble, j'ai trouvé que pour la plupart des matchs du Maroc, et un truc qui m'a marqué toute la compétition, surtout les matchs du Maroc, l'hymne national des pays qui étaient opposés au Maroc était toujours hué. Je trouve que ça, C'est j'ai jamais déplorable. vu. C'est J'ai déplorable, jamais Ziza. Ouais. vu Dis les mots. Dis les mots. C'est vrai, tu veux rester professionnel, mais souvent, en vrai, moi, je suis comme toi. On reste pro, on regarde le foot, mais souvent, toute tentative d'humiliation, tout ça, c'est impardonnable. Ziza. Pour un pays hôte comme le Maroc, tout ce qu'on voit. Je laisse terminer, mais ouais, je voulais juste intervenir parce que, ouais, ça m'a impacté aussi. Tu vois, en termes d'organisation, c'est vraiment petit de la part du Maroc de faire ça. À la Coupe du Monde, elle les a tous soutenus. Et là, en Afrique, ils veulent pour une canne, faire, je sais pas, pour une canne abuser de la force qu'ils ont à hoster la compétition, c'est vraiment petit de leur part. Et ouais, je te laisse continuer. Je tenais à clarifier ça, quoi. Non, non, je comprends ce que tu veux dire. Moi je ne veux pas forcément le mettre ça sur l'organisation, mais je pense que peut-être qu'une fois encore, c'est culturel. Euh, je pense que ici, dans notre culture, c'est pas quelque chose qui est conçu ou qui est vu comme étant, comme faisant partie de la compétition. Je pense qu'un hymne national, tout ça, c'est des choses qu'on respecte. Ouais. Donc moi, j'ai été surpris de le voir à chaque match que ça continue. D'ailleurs, même que les observateurs ne le soulignent pas. Ça m'a plutôt marqué. Mais dans l'ensemble, oui, je pense que pour moi, le Maroc n'a pas de capital sympathie de ce côté-là, surtout parce que derrière, et c'est ça qui est ironique et en même temps dramatique, Brahim Diaz qui a l'occasion de, malgré tout ça, offrir le Graal à sa nation, qui choisit de faire un geste de ce type-là.
Je trouve que c'est difficile de le justifier d'une autre façon qu'il a choisi d'avoir plus de gloire encore qu'il ne le devait. Là, dans ce contexte-là, je pense que tu vas pour le geste qui a le plus d'assurance, qui a le plus de chances d'aller au bout. Ça m'étonnerait que même les statistiques disent que dans ce genre de situation, une Panenka a plus de chances de réussite qu'un autre geste. Donc, je trouve que la fin en elle-même est ironique. L'autre chose que j'avais mentionné, et ça, il faut que je le dise si je parle du Maroc, c'est que pour moi, la réaction du Sénégal en elle aussi n'est pas la bonne. Et ça, je l'ai dit sur le Ouais, on avait parlé de la réaction, voilà, la réaction du Sénégal. Pour moi, celui qui a eu la meilleure réaction et celui qui récolte les louanges comme il se doit pour sa réaction, c'est Sadio Mané. Sadio Mané a compris tout de suite que le terrain allait parler sa vérité et que le terrain méritait que la finale est la fin qu'on a vue. Je pense en tout cas que le fait que ce soit l'entraîneur du Sénégal qui encourage ses joueurs à partir du terrain, ça n'a jamais sa place et ça ne doit jamais être justifié. Et ça, pour moi, il ne faut pas léser non plus pour le dire. Le sentiment que le Sénégal a ressenti sur le coup, il est justifié, il n'y a aucun problème. Après, ça reste humain, c'est le final de carrière, une accumulation de choses en vrai. On te vole et tu veux rester pro, c'est compliqué. On te met des coups et toi, tu veux respecter la loi, être exemplaire. Moi, souvent, il y a des limites, il y a des humains, il y a des sentiments, on travaille dur. C'est compliqué. On est d'accord sur ce point-là. À la limite, si tu veux, j'aurais eu plus de respect si, quand ils avaient décidé de sortir du terrain, ils étaient restés sur leur décision et qu'ils n'étaient plus revenus sur le terrain pour montrer qu'ils ne prendront jamais part à ce type de contexte et qu'ils estiment qu'il y a vraiment, vraiment un problème. Moi, mon problème, c'est que tu ne peux pas le faire et puis ensuite revenir sur le terrain, après, c'est le participer capitaine, au match, gagner, c'est et puis vouloir maintenant à la fois les louanges d'être parti du terrain, mais à la fois aussi vouloir les honneurs. Ouais, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Ouais. Pour moi, si tu estimes vraiment qu'il y a autant de problèmes dans la démarche, tu ne reviens plus sur le terrain si tu as décidé de partir. Tu laisses l'arbitre décider que vous perdez le match sur tapis vert. Le Maroc aura eu son trophée d'aluminium et puis tout le monde aura dit personne ne prend le Maroc au sérieux. Tu restes sur ta décision, tu es ferme à ce moment-là. Tu ne reviens pas derrière après avoir causé tout ce brouhaha-là. Parce que ça aussi, ça a sa valeur. Imagine que maintenant qu'on a vu ça, une autre équipe, dans un autre contexte, essaye de faire la même chose à chaque fois qu'elle est... Ouais, ouais. Imagine le précédent que maintenant ça crée dans le football. Non, ça crée, et en plus, et surtout le côté positif, c'est que ça emmène les arbitres à bien... Ça pousse les arbitres à bien arbitrer, à arbitrer loyalement, impartialement. Moi, je le vois pas nécessairement comme ça parce que je ne pense pas que sur ce match-là spécifiquement, l'arbitre arbitre mal, si tu veux. Bon, quand on dit mal, c'est pas un arbitrage objectif. C'est un arbitrage qui est influencé par des décisions. C'est la vérité, c'est ça en vrai. C'est compliqué. Chacun a son opinion. Moi, je rentre pas nécessairement dans ces considérations-là. Chacun a sa façon de voir la chose. Est-ce que je pense que le Maroc a bénéficié tout le tournoi de largesse? Absolument. Ça, tout le monde l'a vu. Est-ce que c'est parce qu'il y a un complot organisé derrière? Je n'ai pas de preuves pour le montrer. Non, mais je pense que ça se voyait en tout cas que sur le tournoi, ils ont bénéficié de trop de choses et que sur la fin même, ça aurait pu les porter jusqu'au titre. Ça, c'est clair. Que ça ait été organisé ou pas, le fait qu'ils aient eu ces largesses-là, on l'a tous vu. Maintenant, derrière, la réaction, elle aussi, elle compte pour moi. Et le fait que pour moi, le Sénégal ait eu sa justice sur le terrain, c'est ça qui me confirme justement qu'il n'y avait pas à faire tout le brouhaha qui a été fait derrière. Si vous vous sentiez à ce point-là lésé, à ce moment-là, ne revenez pas sur le terrain. Montrez votre ras-le-bol, faites le geste qui va marquer des générations en refusant de revenir, mais ne revenez pas gagner le match. Après, vraiment, moi je suis d'accord, mais je pense que les deux idées se rejoignent parce que en fait, je pense qu'ils ont eu cette réaction pour marquer le moment, pour dire ouais, on sait ce qui se passe, c'est pas normal, pour que tout le monde sache. Et ils sont revenus, Mané, je pense qu'ils voulaient juste qu'ils viennent jouer et que ça se termine le plus vite possible pour rentrer. Je pense pas que Mané à 100% il se disait qu'ils allaient gagner. Moi dans ma tête je me dis Mané il a dit viens, on laisse faire ce qu'il veut faire. Comme ça après s'ils prennent le trophée c'est eux qui voient. Mais de toute façon on a réagi pour montrer au monde entier qu'on sait ce qui se passe. Et voilà, à la fin on termine et non on va au Sénégal. C'est comme ça que moi j'ai interprété ça hein, par rapport à Mané. On marque le moment et après on continue tout en montrant aux yeux du monde qu'on sait ce qui s'est passé. Que c'était pas juste. Chacun a sa façon de voir les choses, comme tu l'as dit. Il n'y a vraiment pas de problème. Moi, je pense qu'effectivement, c'est Sadio Mané qui doit récolter toutes les louanges de cette situation parce que
que ce soit au moment où la VAR regardait l'action, que ce soit au moment où l'arbitre a sifflé le penalty, et toutes les échauffourées qui se sont passées à ce moment-là, ça a été le seul pour moi. À aucun moment on ne l'a vu rejoindre ses partenaires ou leur dire de continuer à rentrer au vestiaire. Il a toujours été celui qui est resté, qui a dit non, ne faites pas ça, restons sur le terrain, comme il a dit, jouons sur le terrain comme des hommes. Moi, je peux comprendre qu'un champion comme Sadio Mané, il a cette mentalité-là de se dire, justement, Dieu est de notre côté, ou tout ce que tu veux, selon ta sensibilité, Ouais. de se dire, ce penalty-là, ils ne le marqueront pas parce que ça fait trop gros, ça ne passera pas. Il sait qu'il a un bon gardien dans les buts, il sait que, il pense qu'il a la providence de son côté. Sadio Mané, on le connaît comme un homme qui est très, très religieux d'ailleurs, très pieux. Donc, pour moi, c'est cohérent que Sadio Mané, dans son fort intérieur, se soit dit, ce match-là, moi, je suis convaincu que sur le terrain, on se fera justice. Donc, ne donnez pas cette image-là. Venez, on va prouver sur le terrain, même s'il marque, on va trouver un moyen sur le terrain de renverser ce match. Et pour moi, il est resté cohérent dans sa démarche. Et pour moi, c'est ça à la fin qui le mène vers la victoire. Parce que le terrain ne ment pas, comme on dit. Le fait que Brahim, justement, ait été... Et c'est pour ça que je dis que tout est ironique et même anecdotique. Parce que Brahim, qui a été celui qui a fait tout ce tollé pour avoir ce penalty, quand peut-être que l'arbitre n'aurait rien dit initialement, a voulu se faire vengeance et a voulu accroître sa gloire encore en mettant une Panenka au lieu de son tir, est celui qui a causé la défaite de son pays. Donc pour moi, tous les événements, si tu veux, ça a été un puzzle bien amorcé, si tu es quelqu'un qui croit à la providence, pour montrer que tu ne peux pas y arriver comme le Maroc essayait de le faire. Ouais. Et ça, tout le monde le voyait, comme tu dis, personne n'était dupe, tout le monde voyait ce qui se passait. Donc le Sénégal n'avait pas besoin d'aller jusque-là. Il y a même des règles qui sont écrites dans l'histoire du jeu pour dire que tu n'as pas le droit justement de quitter la pelouse de ce... Non, ouais, ça c'est clair. C'était comme ouais, ça. Donc pour moi, c'est ça la tâche. J'imagine qu'il y aura des sanctions. Non, il y aura des sanctions, mais après, ouais, il y aura des sanctions, ça c'est sûr. C'est le pire. Le pire qui puisse arriver, c'est les sanctions. Très, très, très partisan pour raconter que le Sénégal est ceci, cela, mais il n'a pas parlé non plus de tout ce qui s'est passé avec le Maroc. Donc, bien sûr, on le sait qu'il y a du partisanisme et qu'il y a tout ça et que le Sénégal, comme les pays qui ont joué avant pour le Maroc, était lésé sur le coup. Totalement d'accord sur ce coup. Mais pour moi, ça n'explique jamais et ça ne donne pas de raison pour la réaction qu'il y a eu derrière. Parce que si tu ouvres cette porte-là au football, les genres de choses auxquelles on va assister dans le football de maintenant, déjà que dans les réseaux sociaux, tout le monde a une voix et tout le monde a cette idée qu'il y a un complot partout. Si ce genre d'action, on continue de les voir, le football va devenir encore pire. Le nombre d'équipes qui vont boycotter des matchs, qui vont trouver des moyens de créer des polémiques, là, il ne doit pas en avoir. Ouais. Pour moi, ça risque d'être un point de non-retour pour le jeu. Donc, pour le football lui-même, je déplore et je condamne l'action du Sénégal. Mais la fin, pour moi, a été la fin juste. Et c'est quand ils sont revenus sur le terrain, qu'ils sont restés dans le jeu, qu'ils ont eu la fin qu'ils méritaient. Ils seraient restés au vestiaire, le Maroc aurait eu quand même sa coupe sur tapis vert et ils ne seraient pas rentrés avec les honneurs chez eux. Et ça, pour moi, ça aurait été pire que ce qu'on a vu. Là, on a pu célébrer Sadio Mané, la grande carrière qu'il y a eu et tout ça. On aurait pu manquer ça s'ils avaient choisi de rester bornés, de partir au vestiaire. Et pour moi, ça aurait été bien dommage. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur cette CAN. Je comprends ton point. On peut s'éterniser à parler de ça, il y a tellement de choses à dire. Mais une chose est sûre, c'est que voilà, les faits sont là. L'arbitrage était discutable, très discutable pour rester soft durant cette compétition. Et dans l'ensemble, c'était une bonne compétition qui est censée réunir les Africains. Mais théoriquement, quand la compétition débute, on voit que malheureusement, on s'entretue par rapport à cause de l'envie de gagner, à cause de l'obsession de gloire. Et voilà, c'est un peu dommage. On fera une autre vidéo pour parler un peu du parcours de la Côte d'Ivoire, pour se projeter un peu sur la Coupe du Monde, les changements qu'on voit, tout ça. Et aussi la Ligue des Champions qui reprend. Et voilà, je sais pas si tu as des choses à ajouter, mais je pense qu'on a fait le tour en ce qui concerne cette compétition. Et encore merci au Maroc pour cette CAN. Effectivement, félicitations au Sénégal. Ils font un beau champion. Le parcours n'était pas toujours lisse, mais pour moi, ils ont vraiment une prestation mature sur tout le tournoi. Ils ont vraiment contrôlé les moments forts et les temps faibles aussi. Donc, félicitations au Sénégal. C'est un beau champion. 3 finales sur les 4 dernières éditions. C'est pas un accident. Et puis, vraiment, chapeau bas à Sadio Mané, une grande légende du football africain. Pour moi, il est pratiquement maintenant top 2 au niveau africain. Je pense qu'il n'y a que Samuel Eto'o pour moi qui est clairement devant.
À part lui, pour moi, à l'heure actuelle, peut-être que je devrais me réviser après. Et le ballon d'or, le seul ballon d'or africain. Voilà, pour moi, à l'heure actuelle, oui, tu veux dire Georges Weah, j'imagine. Bon, tu me diras peut-être c'est pas un joueur que moi j'ai vu évoluer, mais pour moi, après, ouais. Pour ce que, dans mon classement personnel et dans mon estime, pour moi, Sadio Mané, il y a peut-être juste Samuel Eto'o au niveau africain qui est devant. Et Salah grand. Bah après, c'est un autre débat, tout ça, mais après. Pas du tout, pas du tout. Ça va pas du tout. Dans les grands matchs, il a laissé beaucoup de viande sur les os dans sa carrière. En sélection ou en général? Ça a été tout le contraire. En général, que ce soit avec Liverpool, que ce soit en sélection. C'est un autre débat, On va être ça reste un grand joueur. Maintenant, les plus grandes légendes, pour moi, il y a beaucoup de noms qui viennent avant lui. Ok, merci Ziza, merci la famille pour le soutien. N'hésitez pas à repartager, à commenter et nous proposer des axes d'amélioration afin qu'on puisse améliorer le contenu. Merci.